Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il me revient l'exercice difficile de parler parmi les derniers orateurs sur ce débat qui nous occupe depuis le début de notre séance. Donc j'irai directement au fait et je structurerai mon intervention en 5 remarques au nom de notre groupe Modem et Apparentés. Les 4 premières portant sur la situation de l'ancienne région Poitou-Charentes et la dernière, et y compris ça permettra de donner un certain nombre d'éléments de réponse aux propos de Stéphane Delpera concerneront l'ancienne région Aquitaine. Premier élément, effectivement, cela a été rappelé à plusieurs reprises ce matin, nous avons affaire à un rapport de la Chambre régionale des comptes véritablement accablant sur l'ancienne gestion par l'exécutif de Poitou-Charentes et avec un certain nombre de chiffres vertigineux que je rappellerai rapidement. Donc une capacité d'autofinancement négative, nette négative, en 2015 de moins 7 millions d'euros, une dégringolade extrêmement brutale et rapide qui a été le produit, et je crois qu'il est extrêmement important de le rappeler encore une fois, d'un effet ciseau. Et quand je parle d'effet ciseau, c'est-à-dire un effet à la fois sur les dépenses et sur les recettes, c'est-à-dire des recettes qui n'augmentent, qui stagnent entre 2011 et 2015 à plus 0,5%, alors que les dépenses, elles, explosaient à plus 12,1%, ce qui a produit effectivement cette CAF nette négative en 2015. Les impayés, avec la différence d'appréciation qui peut exister entre vous, Monsieur le Président, et votre exécutif, et la Chambre, mais qui dans tous les cas sont à des niveaux extrêmement importants, quels que soient les critères retenus, puisque j'ai cru comprendre que c'est l'absence de méthode d'échantillonnage qui a amené la Chambre à être sur des montants inférieurs à vous, mais je dirais qu'on est malheureusement dans l'épaisseur du trait, que dans tous les cas, on est sur des niveaux extrêmement importants avec plus de 100 millions d'euros d'impayés, 130 dans votre calcul. Avec ces impayés, Jean Dionis l'a rappelé tout à l'heure, on aurait donc eu une CAF brute négative, et tous ceux qui sont un petit peu familiarisés avec la gestion des collectivités savent qu'à partir du moment où vous avez une capacité d'autofinancement brute négative, vous êtes en cessation de paiement dans les faits et vous subissez la tutelle préfectorale sur votre budget. La question des emprunts toxiques a été rappelée avec 140 millions, dont 46 relevant de la charte Gisler, et cette situation absolument ubuesque d'un fonds de soutien d'État non mobilisé, malgré les différentes relances de l'État qui, en quelque sorte, semblaient supplier l'ancien exécutif de Poitou-Charentes de faire appel à ce fonds, et un coût de défaisance aujourd'hui évalué à 46 millions d'euros, en rappelant aussi, puisque je n'interviendrai pas particulièrement sur la région Limousin, que sur cette question des emprunts toxiques, la région Limousin aussi a connu cette situation, et avec un coût de défaisance qui a été particulièrement élevé, il faut aussi le rappeler. Une capacité de désendettement à 19 ans, c'est-à-dire extrêmement élevée, et qui ne prend pas en compte, il faut le redire, les crédits bail, puisque ceux-ci n'apparaissent pas facialement dans l'endettement. Et donc voilà un peu le tableau brossé par la Chambre régionale des comptes dans son rapport. Le deuxième élément, et je crois qu'il est important de le dire en ces termes, c'est que tout porte à croire que nous avons eu affaire à un système organisé. Un système budgétaire, d'abord, avec véritablement une phrase clé du rapport qu'on retrouve à la page 10. Je cite « L'approche budgétaire appliquée auparavant par cette ancienne région, Poitou-Charentes, à savoir ouverture au budget primitif de crédits de fonctionnement limités et de crédits d'investissement très larges, des ajustements entre les deux sections étant réalisés par la suite lors du vote de budget supplémentaire. » Alors ça a été dit à plusieurs reprises, la Chambre effectivement n'a pas retenu la qualification pénale d'insincérité budgétaire, mais on peut tout à fait parler de trucage budgétaire. Et cette question de l'insincérité budgétaire, effectivement, devra être poussée plus avant, parce qu'effectivement, la Chambre régionale des comptes donne le sentiment d'avoir décrit un phénomène qui est l'insincérité budgétaire et de ne pas y avoir mis l'étiquette
le qualificatif. Alors c'est peut-être de la prudence. En tout cas, l'insincérité budgétaire, elle nous semble constituée. Alors système budgétaire, on l'a dit, mais également système politico-administratif qui a pris la forme d'une véritable zone de non-droit. D'abord, un président élu en 2013 qui fait figure d'homme de paille, qui succède à une ancienne présidente dont là encore tout porte à penser qu'elle continue à tirer les ficelles, des services dont la loyauté semble dirigée non pas vers leur président en exercice, mais vers leur ancienne présidente avec une sorte de hiérarchie parallèle de la collectivité, et enfin un directeur, M. Parisot, qui signe des emprunts sans avoir une délégation de signature. On est là devant un système avec vraisemblablement, alors ça serait intéressant, et nous n'en avons pas le pouvoir de rentrer dans les logiques psychologiques, mais visiblement une perte de repère, un sentiment de toute puissance, un sentiment d'être au-dessus de la loi, et effectivement une attitude aujourd'hui de l'ancienne présidente de Poitou-Charentes qui se caractérise par une impudence, c'est le terme que j'ai eu l'occasion d'employer, et même une indécence quand, Jean-Dionis l'a rappelé, elle est allée au nom de la France distribuer des brevets de démocratie à un dictateur, à Cuba, alors même qu'elle se justifiait de manière extrêmement poussive sur ses propres fautes de gestion, faute morale et peut-être faute pénale, l'avenir le dira. Pour autant, et ça a été dit, nous devons être très attentifs à ne pas stigmatiser un territoire et une population. Et je crois qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à la manière dont nous parlons. Mais oui, je parle de territoire et de population. Et quand nous parlons de Poitou-Charentes, chers collègues, et c'est vrai pour nous tous parce qu'on utilise des raccourcis de langage, eh bien nous avons tort de parler de Poitou-Charentes. On devrait dire l'ancien exécutif de Poitou-Charentes, l'ancienne majorité de Poitou-Charentes, les anciens présidents de Poitou-Charentes, et ne pas donner le sentiment, encore une fois, de jeter l'opprobre sur un territoire et sur une population. Troisième élément de mon intervention, et je dirais que c'est peut-être un des faits les plus marquants, c'est la carence totale des systèmes de contrôle. On a eu un certain nombre de contre-pouvoirs qui ont fonctionné. Premier de ces contre-pouvoirs, c'est l'ancienne opposition régionale de Poitou-Charentes, à laquelle moi aussi je veux rendre hommage, et qui a fait le job dans la mesure des informations dont elle disposait, et en particulier notre actuel collègue Olivier Chartier, qui préside aujourd'hui la commission des finances. Autre d'ailleurs logique de contre-pouvoir, et je veux, Président, vous rendre hommage dans la manière dont vous avez su ouvrir cette présidence à un de nos collègues de l'opposition, et où plus globalement, effectivement, sur cette affaire de Poitou-Charentes, vous avez fait acte et fait œuvre de la transparence nécessaire. Il y a eu aussi le contre-pouvoir de la presse, qui là encore, avec la limite des informations dont certains organes de presse pouvaient disposer, a fait aussi son travail. On peut relire un certain nombre d'articles il y a quelques années, mais force est de constater que le grand absent a été l'État, qui est souvent très prompt auprès d'un certain nombre de nos collectivités, de nos communes, en particulier de nos communes rurales, à se comporter effectivement d'une manière extrêmement tatillonne, à avoir effectivement auprès des élus locaux parfois un caractère un petit peu qui peut être perçu comme punitif et qui là a été le grand absent. Moi je vais vous prendre l'exemple d'une commune que je connais, il se trouve que je connais son maire, je crois qu'Yves Damécourt d'ailleurs aussi connaît bien cet élu, c'est le maire de la commune de Pellegru dans l'Entre-deux-Mers. Qui est un élu reconnu sur son territoire pour être un élu particulièrement dévoué, particulièrement présent et qui ne compte pas son temps pour sa commune et pour son territoire. Effectivement, le maire de Pellegru a, par une délibération du conseil municipal, peut-être il y a quelques années, une petite imprudence. C'était en 2013 de mémoire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu immédiatement effectivement le contrôle de légalité qui a fonctionné et il s'est retrouvé au tribunal correctionnel où il a été condamné
alors qu'il était de bonne foi, même s'il y avait eu cette imprudence. Et c'est quelque chose qui a été très mal vécu par lui, très mal vécu aussi par son conseil municipal. Quand on connaît l'investissement des élus locaux, des élus municipaux ruraux, parfois c'est de l'investissement, y compris physique, pour aller dégager un fossé ou planter un arbre. Et effectivement, la concordance est quand même, ou plus exactement la discordance, est quand même assez gênante quand on constate que sur le cas de l'ancien exécutif de Poitou-Charentes, ces mécanismes n'ont pas été activés. Et que je parlais de système tout à l'heure, on voit aussi des évolutions de carrière qui sont un petit peu étonnantes. On voit une préfète de Poitou-Charentes, Elisabeth Borne, je crois c'est son nom, qui est préfète dans les années 2013 et 2014, qui effectivement à ce moment-là ne tire pas la sonnette d'alarme sur ce qui se passe en Poitou-Charentes, et personne ne peut penser qu'elle n'avait pas un certain nombre d'informations, et puis qui est ensuite nommée directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Environnement, et qui est aujourd'hui la présidente de la RATP. Eh bien, il y a dans ce système de l'ancien exécutif de Poitou-Charentes, visiblement, il y a eu un certain nombre de ramifications avec l'État, et ça nous paraît suffisamment grave, là aussi, pour être signalé. D'autant que on connaît tous nos classiques, de la littérature française. Vous connaissez la phrase de La Fontaine, « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est dans les animaux malades de la peste. Il ne faudrait pas que notre République tombe malade aussi de ce sentiment de deux poids, deux mesures, et qui pourrait être renforcé précisément par l'absence de suite pénale. » Et c'est mon quatrième point. Quatrième point, c'est « Et maintenant, que faisons-nous » ? Alors effectivement, Jean Dionis, Monsieur le Président, vous a interpellé de manière très précise sur les suites pénales qu'il convient pour notre collectivité dans son ensemble, ou même pour nous, élus individuellement, de donner. Et c'est une vraie question. C'est une question qui, à mon sens, ne peut pas être balayée d'un revers de main par des remarques du type « il faut se tourner vers l'avenir »,« maintenant c'est l'avenir qui compte » et qui doivent être au contraire examinées avec le plus grand soin. Je vous ferai d'ailleurs observer, Monsieur le Président, puisque vous avez cité l'affaire Tapie, que parmi les élus qui ont exercé ce travail de vigilance et qui l'ont fait d'ailleurs y compris devant la justice, je voudrais citer deux noms qui sont les noms de François Bayrou, cela me paraît juste, et également de Charles de Courson, député de la Marne, qui a fait son travail, et ce qui montre bien que nous avons une responsabilité, effectivement, nous élus, lorsque nous avons la connaissance de certains faits, éventuellement d'en déférer devant la justice, enfin en tout cas d'en informer la justice. Deuxième question sur le « et maintenant », c'est solder l'ardoise. Alors il y a la question des impayés qui a été réglée pour l'essentiel sur l'année 2016. Reste la question des emprunts toxiques. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans une délibération d'ailleurs de cette séance plénière. Le troisième point, Président, c'est aussi l'état de votre majorité qui a été un petit peu mis à mal quand même par cette affaire, puisqu'on a assisté ces dernières semaines à des petits règlements de compte entre amis, y compris par un mail réellement surréaliste que nous avons été un certain nombre à recevoir d'une élue de votre majorité qui, en nous envoyant ce mail, Président, semble défier ouvertement votre autorité. Cela nous semble quand même compliqué dans la bonne marche de notre collectivité d'avoir une majorité dans cette situation. Et puis enfin, le dernier sujet, c'est évidemment les choix politiques qui nous attendent, et ce sera l'enjeu des orientations budgétaires. Et il n'y a aucune, je redis ça notamment pour Stéphane Delperrin, il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune incohérence entre le fait de parler de l'avenir tout à l'heure, comme nous allons le faire sur les orientations budgétaires, et d'analyser le passé. On pourrait même d'ailleurs dire qu'intellectuellement, on construit mieux l'avenir à partir du moment où on connaît bien le passé, et c'est particulièrement vrai dans les finances publiques. Alors mon dernier point concernera la région Aquitaine, dont nous avons peu parlé jusqu'à maintenant, et dont sur laquelle je voulais m'arrêter un petit peu, peut-être comme ancien élu aquitain aussi, dans l'ancienne mandature,
donc avec un regard aussi sur cette historique. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, Président. Stéphane Delpera l'a dit, et c'est son travail de président du principal groupe de la majorité de le dire. Effectivement, l'Aquitaine avait des ratios de gestion parfaitement dans les clous, notamment sur le plan de l'autofinancement et de l'endettement. Nous vous accordons que là-dessus, vous ne risquiez ni la tutelle préfectorale, ni une remarque de la Chambre régionale des comptes. Mais la Chambre régionale des comptes, elle juge de la qualité et de la régularité d'une gestion. Elle ne juge en aucun cas de l'opportunité politique d'une décision ou de décision d'une collectivité. Et c'est notre travail d'élu de porter ce regard. Et il ne faut pas mélanger les deux approches. L'absence de remarques ou de problèmes sur le plan juridique n'empêche en aucun cas de porter un regard politique sur cette gestion aquitaine. Et il n'est quand même pas tout à fait inintéressant, quand on regarde le passé, de se demander pourquoi et par quel mécanisme vous aviez ces ratios aussi élevés ou aussi bas, selon les ratios qu'on prend, un autofinancement extrêmement important de plus de 30%, et une capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour se désendetter, dont le point le plus bas était, je crois, dans l'année 2010, un niveau de 0,93 années. 0,93 années. Là encore, tous ceux qui sont... non, bravo. Pourquoi bravo ? C'est un postulat, j'allais dire, idéologique de votre part de dire bravo sur ce point, mais les choses sont plus subtiles que ça. Dans une collectivité, dans une commune, on peut très bien fonctionner avec une capacité de désendettement jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, et c'est le cas de la plupart de nos communes qui sont dans une très bonne santé financière. Pourquoi on est arrivé à cette situation ? On est arrivé à cette situation parce qu'on a une région aquitaine qui était surfiscalisée. Elle a été surfiscalisée parce que lorsque vous êtes arrivé aux commandes, Monsieur le Président, vous avez fait le choix d'une augmentation de fiscalité de mémoire qui était de 25%. Et nous sommes allés chercher dans l'historique des comptes administratifs, donc vous voyez, on s'est un petit peu éloigné du rapport de la Chambre régionale des comptes, mais on est exactement dans le même exercice historique. Un indicateur qui n'existe plus aujourd'hui, il n'existe plus, et pour cause, puisque nous n'avons plus ou presque plus d'autonomie fiscale, c'est le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal. Alors le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, excusez-moi chers collègues, à l'heure où la faim vous tenaille, c'est le rapport entre le produit fiscal encaissé par la collectivité et le potentiel fiscal. Donc en clair, ça permet d'évaluer si une collectivité est surfiscalisée ou sous-fiscalisée, l'indicateur moyen étant de 1. Et nous l'avons regardé à la dernière année de perception des taxes ménages par la région, puisque la région a perdu les taxes ménages, elle les a perdues en 2 fois. Et nous avons effectivement trouvé des coefficients de mobilisation du potentiel fiscal à un niveau de 1,44 en 2001, année de la perte par la région de sa part de taxes d'habitation, et de 1,25 en 2009, année de la perte par la région de sa part de taxes foncières. Or, ces niveaux de recettes fiscales ont été sanctuarisés par la suite, puisque le principe des réformes financières qui ont impacté les régions, c'est que les régions ont conservé leur niveau de recettes, donc la région Aquitaine a conservé le niveau de recettes issu de cette surfiscalisation. Et c'est en quelque sorte cet effet ciseau inversé qui a expliqué des niveaux d'autofinancement aussi élevés et une capacité de désendettement donc, qui a descendu jusqu'à un niveau de 0,93 années. Alors là, je reviens sur le rapport de la Chambre régionale des comptes et je refais le lien avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En réponse aux observations provisoires, M. Rousset, je cite le rapport, page 62, a indiqué qu'il n'est pas acceptable de considérer que la situation financière saine de l'ancienne région Aquitaine permettait en tout état de cause d'absorber les conséquences des dysfonctionnements de Poitou-Charentes. Mais, pardon, Président, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que le temps ne peut pas se rattraper par définition et que ce qui n'a pas été dépensé
alors qu'il y avait les moyens de le faire, et alors, alors même que la région Aquitaine était sur un niveau de fiscalité largement supérieur à la moyenne, eh bien ce temps perdu pour les Aquitains et mathématiquement se retrouve mathématiquement annulé pour solde de tout compte avec la facture de Poitou-Charentes qu'il faut régler. Alors évidemment, j'entends déjà ce que vous allez me dire, Président. Vous allez nous expliquer que nous sommes favorables à une course à l'endettement, et puis vous nous parlerez sûrement du saupoudrage plus tard. Et moi, je trouve un petit peu dommage qu'on se caricature. Parce qu'on n'a pas envie de vous caricaturer. Non, je trouve un petit peu dommage qu'on se caricature et que trop souvent vous nous caricaturiez sur ces débats. On peut s'interroger sur le fait de savoir s'il était normal pour une collectivité d'avoir 0,93 années de capacité de désendettement. On pouvait très bien fonctionner avec une capacité de désendettement au double, au triple, au quadruple, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et avoir une collectivité parfaitement saine. Ou alors, il ne fallait pas aller chercher cet argent comme cela a été fait dans la poche des Aquitains. Alors, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, je ne confonds pas la faute morale et peut-être la faute pénale des anciens dirigeants de Poitou-Charentes avec des modèles économiques ou des paradigmes politiques sur lesquels nous pouvons être en désaccord. Et encore une fois, nous sommes prêts à vous donner quitus d'une gestion. Mais le quitus d'une gestion, en tout cas le fait d'être dans les clous juridiques d'une gestion, ne doit en aucun cas, et c'est un petit peu parfois effectivement la tendance qui est la vôtre, Président, empêcher un légitime débat politique sur la manière dont on prélève la ressource. La question n'est plus d'actualité puisque les régions ont perdu quasiment leur autonomie fiscale, et la manière dont nous sommes présents sur les territoires, sur un certain nombre de thématiques où nous considérons que la région, dans le passé en tout cas, n'a pas été suffisamment présente, mais nous aurons l'occasion de prolonger ce débat à l'occasion des orientations budgétaires. Merci. Ouais. J'ai pas envie d'applaudir parce que rapprocher des choix politiques